Bonjour, je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation de me permettre de présenter les cas de tuberculose avec résistance aux antituberculeux ces 4 dernières années. Je m'occupe du laboratoire de l'Institut de la Guyane qui s'occupe de ce diagnostic. Très rapidement, petit rappel, la tuberculose, c'est la première maladie infectieuse au monde. Elle infecte 2 à 3 milliards de personnes. On va avoir 10 millions de cas par an avec principalement deux continents touchés. Et c'est une maladie qui rentre dans le top 10 des causes de mortalité. L'OMS montre quand même qu'il y a des signes de diminution de cette maladie à travers le monde depuis 20 ans. Alors, la Guyane est située comparativement aux autres départements français comme étant le premier département avec la plus forte taux de déclaration de tuberculose. Mais il faut aussi regarder ce qui se passe sur le plateau des Guyanes, et la Guyane est entourée par des pays à forte incidence, le Guyana, Suriname, le Brésil. Et puis, forte immigration de pays à forte incidence, Haïti, Afghanistan. Donc tout ça va avoir une influence sur l'épidémiologie. On doit aussi parler de résistance aux antituberculeux avec la problématique des MDR, donc des souches résistantes à la fois à la rifampicine, à l'isoniazide, et des cas de souches de tuberculose avec des souches XDR qui, elles, regroupent à la fois des résistances rifan, isoniazide, mais fluoroquinolone et l'inésolide bêtakine. L'OMS estime à 480 000 cas de souches diagnostiquées par an dans le monde et 45 000 de XDR. Pour rentrer dans le vif du sujet, nous, ce qui m'intéressait, c'est de voir ce qui se passait en Guyane. On m'avait dit il n'y a pas de résistance. Bon, j'ai regardé sur les 4 dernières années, en 2020 et 2021, il y a eu 8 cas de diagnostic de monorésistance à l'isoniazide. Et puis, à partir de 2021, l'apparition de souches monorésistantes à l'arifan, qu'on a retrouvées en 2022 et qu'on retrouve encore dernièrement chez des patients plutôt diagnostiqués à Saint-Laurent-du-Maroni. Et en 2023, 2 souches MDR complètent le tableau. Donc on a environ 8% sur ces 4 ans de résistance à au moins un antituberculeux. En termes de déclaration, je vous ai mis les chiffres donnés par l'ARS, donc sur 4 ans, 275 cas de tuberculose. Et à l'Institut Pasteur, on a pu isoler 200 souches, qui correspond à peu près à ce qu'on attend en termes de diagnostic bactériologique de la tuberculose. Alors je voulais aussi vous donner des points de repère sur les données de la résistance en Guyane par rapport à ce qui est connu sur le territoire français, en comparant les données du réseau ASE qui regroupe des centres hospitalo-universitaires, des laboratoires, qui vont fournir leurs données au CNR, avec 2 distinguos. Le distinguo de la résistance primaire, à savoir des patients n'ayant jamais été traités pour la tuberculose, et on voit que pour ces patients-là, on s'attend à au moins 6% de résistance à l'isoniazide et de façon moins importante de la résistance à la rifampicine. Au total, chez les patients exempts d'antécédents de tuberculose, on a quand même 1% de patients qui vont être infectés par des souches MDR. La problématique est différente chez les patients ayant déjà été traités. On parle alors de résistance secondaire. Et vous voyez, dans ces cas-là, il y a un fort risque de résistance à l'isoniazide, un risque de 8% de résistance à l'arifan, et au total, on retrouve beaucoup plus de souches MDR, ce qui est assez logique. Pour ce qui est des cas de tuberculose diagnostiqués entre 2020 et 2023 avec l'isolement du souche, j'ai repris les données dont je disposais pour les cas à souche normosensible et les cas avec au moins une résistance. L'âge médian est assez corrélé à ce que publie Santé publique France, une moyenne d'âge de 41 ans, un peu plus jeune pour les patients avec souche résistante.
il y a toujours un ratio en faveur des hommes, si je puis dire. La séropositivité est très importante chez les patients ayant une souche résistante, et les antécédents de tuberculose également, ce qui est assez logique. Pour le reste, pas de différence sur les origines de naissance des patients, et les formes sont tout à fait identiques, avec juste un diagnostic de méningite à souche MDR en 2023. Les patients étaient bacillifères dans 58 à 54% des cas. Comment on détecte la résistance en Guyane? Eh bien, c'est l'approche recommandée par l'OMS, à savoir qu'il faut disposer d'un antibiogramme phénotypique qui reste la référence, avec l'étude des souches isolées des patients par rapport à une concentration d'antibiotiques. Alors, c'est une méthode dite de proportion. On regarde si on a moins de mutants résistants on regarde la proportion, excusez-moi, des mutants résistants. On a maintenant besoin d'une approche génotypique. On parle même d'antibiogramme génotypique. Alors, deux techniques de PCR sont implantées en Guyane. La technique GenExpert, qui est de la PCR en temps réel, qui permet de fournir rapidement la notion d'infection à BK avec la résistance ou pas à la rifampicine, qui peut être complétée par une autre cassette qu'on appelle XDR, qui va explorer d'autres familles antibiotiques. Et puis, l'Institut Pasteur, on a développé depuis l'année dernière la PCR hybridation, qui explore aussi la rifampicine, les mutations possibles à rifampicine, isoniazide, et les fluoroquinolones, les amidosides. Le must, vraisemblablement, c'est ce qui va remplacer tout ça, sera un vrai antibiogramme génotypique avec des techniques PCR associées au séquençage. Et actuellement, le CNR fournit sur les souches envoyées qui posent problème, donc des réponses avec la technique diplex et la réponse à 13 antibiotiques sur à la fois les échantillons, voire les souches adressées. J'ai voulu comparer ce qu'on avait comme résultat avec les différentes techniques de détection. Je vous rappelle que pour ce qui est de la rifampicine, c'est relativement simple. On a une région dans le gène RPOB comprenant 81 paires de bases, qui est un lieu ce qu'on appelle un hotspot, où il y a un fort risque de mutation, et c'est sur ce hotspot que les deux techniques disponibles vont regarder ce qui se passe. Pour ces réponses, on s'attend à avoir une bonne corrélation avec ces techniques dans 95 à 98% des cas, parce qu'évidemment, il y a des mutations en dehors de cette région qui vont être plus ou moins rares. Quand j'ai regardé les performances des différentes approches sur les souches de Guyane, donc on avait 4 souches monorésistantes et 2 souches MDR. L'approche phénotypique n'est pas bien corrélée à ce qu'on a trouvé au niveau du génotype. Le défaut étant que les CMI de ces souches particulières isolées en Guyane avaient vraisemblablement des valeurs inférieures à la concentration critique testée. Le génotype MTBDR et le GenExpert ont été bien corrélés dans leurs résultats. Et enfin, le diplex nous a donné des informations supplémentaires, à savoir quel était le codon muté. Sur les 4 souches de monorésistantes, on s'aperçoit vraiment c'est tout le temps la même chose. C'est une mutation relativement rare, mais dans le catalogue OMS, cette mutation est forcément corrélée à une résistance à la rifampicine. 2 autres mutations ont été mises en évidence sur les souches plutôt MDR, et c'était des mutations différentes, elles sont peu fréquentes, sauf peut-être la dernière qui a été caractérisée par le génotype.
Donc bonne utilisation et utilisation indispensable de l'approche génotypique pour la détection de la résistance à l'harifan en Guyane. L'isoniazide, la situation est plus compliquée. C'est une molécule qui va subir tout d'abord une activation liée à une oxydation par l'utilisation d'une enzyme obligatoire chez les mycobactéries, la peroxydase catalase 4G. Une fois activée, l'isoniazide agit sur différentes cibles impliquées dans la synthèse des acides mélicoliques de la paroi. Je vous ai résumé ici les différentes possibilités avec les fréquences. Donc ce qui est plus fréquent, c'est la mutation au niveau du codon 315 sur le gène 4G qui confère un haut niveau de résistance et qui est très souvent associé aux souches MDR. Pour ce qui est du reste, c'est plus ou moins fréquent, mais on retrouve des mutations sur le promoteur de l'opéron INH1 impliquant une surexpression, et c'est souvent relié à un bas niveau de résistance, mais potentiellement aussi au niveau de résistance à l'isoniazide. La situation en Guyane, sur ces 4 années, c'est 12 souches résistantes, dont 2 étaient monorésistantes à l'isoniazide. 3 souches concernaient des patients qui avaient déjà été traités, et puis 2 souches, comme l'indique l'antimurame phénotypique, avaient un bas niveau de résistance. Je vous ai colligé la répartition des mutations et des substitutions. Donc effectivement, la mutation sur le codon 315 prédomine, suivi ensuite des substitutions sur le promoteur INH1 en C15 et 10. Et pour le reste, c'est des choses beaucoup plus rares. Donc pas de souci de détection phénotypique ni génotypique pour ce qui est le plus fréquemment retrouvé de par le monde. Par contre, pour 3 souches, c'est beaucoup plus problématique. Alors 2 souches n'étaient pas détectées par nos 2 techniques Genotype et GenExpert ISDR. Et donc il est retrouvé une mutation que j'explique pas bien, non détectée ici, et une mutation rare sur le gène INH1. Enfin, ces mutations sur le gène 4G n'est absolument pas vue par le GenExpert ni par le Genotype. Je voulais vous dire quand même 2 mots sur le génotypage qui cherche à explorer un petit peu la grande clonalité du complexe tuberculosis. Vraiment, il y a 99,9% d'homologie dans le génome de ces bactéries. Donc, différentes approches qui permettent d'affiner un petit peu les connaissances sur les souches et surtout essayer de comprendre quelles sont celles qui sont les plus résistantes, quelles sont celles qui sont les plus transmissibles et pourquoi pas une affinité à certaines populations humaines. Alors il y a des grandes lignées. Dans cet arbre phylogénétique, on a la notion qu'il y a des anciennes lignées qui comportent une zone qui a été délectée dans les souches modernes. Et donc on voit la répartition typiquement des lignées anciennes qui sont dans l'océan Indien, des lignées anciennes qui sont dans le continent africain, aussi bien les africanums que l'Éthiopie, et puis les lignées modernes qui sévissent en Asie du Sud-Est, en Asie centrale, et enfin la lignée euro-américaine qu'on comprend bien, certes peut-être issue du berceau de l'humanité, mais qui a sévi en Europe et ensuite a été apportée aux États-Unis, en Amérique Nord et Sud. Alors, quid de ce qui se passe en Guyane? Je vous ai tout d'abord colligé les pays d'origine des patients qui avaient une souche résistante et particularité, là, ces 4 dernières années, une grande proportion de patients venant d'Haïti. Après, répartition entre les pays limitrophes, Suriname, Guyana, Brésil, et puis un cas de souche provenant d'Afghanistan. Donc, il y a, en résumé sur ces souches représentées, il y a 12 souches, pardon, il y a 3 souches qui sont liées à une lignée ancienne, donc la lignée 1. Quand on affine à travers la notion de clade ou le spolygotype, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une clonalité
importante de ces souches. Et effectivement, ces souches-là, avec la mutation particulière 435, pardon, étaient issues de patients qui sont au Suriname et étonnamment, enfin, disons de façon attendue, ce clone est présent exclusivement en Guyana et au Suriname. Deux souches anciennes, de lignées récentes, les souches Beijing, qui sont des souches qui ont la réputation d'avoir une grande capacité à être résistantes aux antibiotiques, et effectivement on a une souche MDR parmi ces souches. La patiente est née en Guyane, mais d'origine Hmong, donc pourquoi pas un enfin, des ascendants qui avaient cette souche présente. Et enfin, pour le reste, eh bien, de façon tout à fait attendue, les lignées euro-américaines sont présentes avec une grande représentation de la lignée 4T1 et une souche du Guyana avec la mutation particulière et un ZID53 qu'on retrouve vraiment dans ce pays. Donc vraiment une grande correspondance entre ce qu'on peut attendre des lignées et l'origine des patients. Ce qui est représenté par ces clades, on a une grande étude qui avait été menée par l'Institut Pasteur de Guadeloupe sur les souches, la répartition des lignées et des clades. Eh bien, on est toujours dans la même situation avec cette diversité de souches de complexe tuberculosis. Je terminerai en vous donnant 3 grands messages. On m'avait dit qu'il n'y a pas de résistance en Guyane, il y en a un peu. Et surtout la curiosité de ces souches monorésistantes à la rifampicine, donc la détection génotypique est très importante. Vous avez une forte proportion de patients qui sont séropositifs, qui vivent avec le VIH. La détection de la résistance est particulière en Guyane. D'après moi, il y a des mutations qui sont peu fréquentes. La rifampicine, c'est clair et net, les techniques moléculaires sont très importantes et sont bien supérieures à l'antibiogramme phénotypique. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour l'isoniazide. Et donc il faut continuer à faire les 2 types de méthodes. Et enfin, c'était un peu attendu, mais il y a une grande diversité des souches en Guyane et une circulation de population qui fait que l'apport est constant. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à colliger ces résultats, que ce soit à Paris, ici en Guyane, avec les différents partenaires des hôpitaux, de la Croix-Rouge et de l'ARS. Merci pour votre écoute.